L'OMS, vous avez eu la définition juste avant, précise que le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale et elle précise justement que son aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à son développement. Et puis il y a bien sûr cette déclinaison dans des conventions internationales, dans les chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui atterrissent localement dans des initiatives dans lesquelles Grenoble est directement impliquée depuis longtemps, comme la ville amie des enfants, les réseaux de villes éducatrices ou les réseaux Ville et Santé, qui promeuvent directement des initiatives ou des expérimentations qui vont favoriser le bien-être des enfants, des jeunes et de leurs familles, bien sûr, dans la ville. Alors, toutes ces préoccupations, cette prise de conscience des enjeux qui concernent la place des enfants dans les politiques locales et dans la ville s'appuient sur un certain nombre d'études scientifiques pluridisciplinaires en épidémiologie, mais aussi en sciences sociales, qui font le constat de changements assez préoccupants déjà depuis les années 70 dans la vie des enfants des pays européens et d'Amérique du Nord. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps, mais vous voyez, et vous les connaissez peut-être déjà pour les avoir rencontrés à différentes occasions, mais on voit bien que les espaces de vie des enfants ont été marqués par des changements de type baisse importante du nombre d'enfants habitant dans les villes-centres au profit d'espaces périphériques, et ça peut avoir des conséquences sur leur mobilité en particulier. Une baisse importante du temps passé dans les espaces extérieurs au profit des espaces intérieurs, et ça a des implications sur leur sédentarité en particulier. Et puis le renforcement aussi de la spécialisation et de l'institutionnalisation des activités et des lieux de vie dédiés à l'enfance, et donc de confiner, entre guillemets, les enfants dans certains espaces de la ville, plutôt des espaces privés. Bref, tout ça en vient sur la question de la mobilité en particulier des enfants que certains auteurs comme Carson ont pu appeler les enfants de la backseat generation, ces enfants qu'on met à l'arrière de la voiture et que l'on véhicule d'une activité à l'autre, et ce, perdant du coup de facto en indépendance dans leur mobilité autonome. Ouais, et tout ça implique des enjeux identifiés en lien avec le bien-être et leur santé, en termes de manque d'activité extérieure qui est préjudiciable à leur santé physique et mentale, en perte d'indépendance dans la mobilité qui peut freiner le processus d'autonomie dans le développement de l'enfant, et puis aussi l'effacement de la population enfantine dans les espaces publics qui est remarqué et qui conduit à des formes d'exclusion sociale qui est préjudiciable, bien sûr à la population enfantine, mais à la population tout entière aussi. Voilà, donc je vais passer maintenant à la recherche pour laquelle vous m'avez invité ce soir et qui s'inscrit dans la lignée justement de ces travaux et de ces constats de la recherche, puisque notre sujet, c'était d'étudier l'évolution, les processus d'évolution des pratiques de mobilité des enfants entre le CM2 et la 6e, qui est une période de transition scolaire qui conduit souvent à l'élargissement des espaces de vie des enfants, et aussi à la réorganisation de leurs emplois du temps et de leurs déplacements, et ainsi aussi la réorganisation du temps de la famille. Les objectifs de la recherche étaient de savoir comment les enfants deviennent progressivement autonomes dans cette période de transition et comment cela peut varier selon les contextes urbains. Comment les activités, au-delà des activités encadrées, bien déterminées de l'emploi du temps de l'enfant, est-ce qu'il y a aussi d'autre part d'autres pratiques dans des moments plus informels et dans des lieux qui permettent ces activités plus informelles? Et puis, on s'interrogeait aussi sur le rôle des styles éducatifs des parents, sur le parcours de vie des parents et aussi dans les cultures urbaines des territoires, sur le rôle que tout cela a dans le rapport des enfants à la ville. Bref, tout cela nous a amené à devoir développer des méthodes de collecte et d'analyse qui sont basées sur des outils numériques. Je reviendrai rapidement dessus. Donc, les deux hypothèses qu'on cherchait à vérifier, c'était que, effectivement, y a-t-il un apprentissage de l'autonomie qui évolue bien dans cette période de transition entre le primaire et le collège, et est-ce que ça varie bien selon des contextes urbains différents et selon des formes de culture urbaine, éducative urbaine.
Pour ce faire, et ça c'est un point, je pense, vraiment important, c'est qu'on a vraiment travaillé dans une approche interdisciplinaire qui nous paraît indispensable pour pouvoir observer et analyser les différentes dimensions qui sont en jeu dans les pratiques des enfants et de leurs familles. Donc là, vous voyez, on était des psychologues, sociologues, géographes, aussi géomaticiens, informaticiens, parce qu'on a donc travaillé sur l'observation et la mesure de leurs déplacements. Et ça nous a amené donc à mixer des méthodes quantitatives et qualitatives en articulant des mesures sur les pratiques de déplacement, mais aussi des analyses plutôt sur l'expérience sensible de la mobilité et des espaces du quotidien de l'enfant. Alors, donc, comment nous nous y sommes pris? On a sélectionné 2 sites, un site dans le centre même de Rennes, et puis une commune périurbaine qui s'appelle Orgères, à 20 km au sud de l'agglomération rennaise. On a donc pu recruter 90 familles qui étaient réparties dans 5 écoles, 3 à Rennes, 2 à Orgères. Et puis, on a interviewé donc, un enfant et un adulte de chacune de ces familles sur 2 périodes, à l'école primaire d'abord et ensuite au collège. Et à chaque période d'enquête, on interrogeait donc l'enfant et l'adulte. D'abord, l'enfant et son parent donc, devaient porter un GPS pendant 5 jours d'affilée pour pouvoir mesurer l'ensemble de leurs déplacements et les lieux qu'ils fréquentaient. Et puis, après avoir récupéré les traces, donc l'équipe de chercheurs, on travaillait pour mettre en carte justement ces déplacements. Et on revenait moins d'une semaine après, questionner les personnes qui avaient été suivies pour qu'elles viennent enrichir ces traces numériques par de l'information sur les modes de déplacement utilisés, les modes d'accompagnement dans ces déplacements, et puis le type d'activité qui était réalisé dans les lieux qui étaient fréquentés. Et en complément, un peu plus tard, les enfants réalisaient un parcours entre l'école et le domicile avec un enquêteur, au long duquel ils devaient commenter les lieux qui leur paraissaient remarquables, dans lesquels ils avaient des expériences dont ils avaient envie de nous parler, et ils faisaient des photos de ces lieux ou de ces objets dont ils voulaient nous parler. Alors là, je vais essayer maintenant juste de vous montrer quel type de résultats nous avons pu obtenir, sans aller dans les détails du tout de ces résultats, mais simplement pour vous donner à voir le spectre des connaissances que l'on peut produire pour mieux justement cerner ce qui est en jeu dans la mobilité des enfants en particulier et dans leur inscription dans l'espace public en général, et qui peut avoir une incidence sur leur bien-être, leur intégration dans la ville et leur développement in fine. Alors, concernant l'indépendance de la mobilité, on retrouve ce que les études précédentes montrent. On voit la voiture et la marche à pied qui sont les deux modes dominants dans la vie quotidienne des enfants. On voit effectivement un changement en 6e avec l'arrivée du transport en commun qui mène souvent à l'établissement scolaire qui est un peu plus éloigné du domicile. Et effectivement, cette indépendance entre le CM2 et la 6e qui commence à se faire, c'est un processus où on voit l'accompagnement parental qui diminue plus sensiblement dans la ville-centre au profit d'une indépendance et une diversification des accompagnements. Donc être indépendant, c'est pas être forcément seul, mais ça peut être aussi se déplacer avec des amis du même âge, ses pairs, et prendre l'initiative donc d'avoir un itinéraire sans adulte. Voilà, donc ça c'est une première série de résultats que l'on peut obtenir. Une deuxième série de résultats qu'on a obtenus, c'est aussi de regarder les emplois du temps des enfants. On regarde aussi ceux des parents, mais je n'ai pas le temps de vous les montrer. Mais là, par exemple, vous voyez sur l'ensemble de notre corpus, vous voyez nettement que un commentaire qu'on peut faire, c'est qu'à l'arrivée en 6e, on a le temps du week-end qui change un petit peu avec un temps passé au domicile beaucoup plus long que pour les enfants de CM2. Là, vous voyez donc comment on s'est intéressé ici à l'usage des lieux fréquentés par les enfants et par leurs parents. Et on a croisé l'activité qui se faisait à ce lieu, avec qui on était dans ce lieu, et puis aussi la fréquence et la durée passée dans ces lieux. Et on a pu faire des types de lieux
de lieux-moments, activités, comme on les a appelés, où vous avez effectivement des lieux, moments, activités qui sont dédiés vraiment aux enfants, les lieux éducatifs, sans surprise, des lieux, moments qui sont vraiment dédiés aux adultes, on n'a que des adultes dans ces lieux quand on les observe, et puis certains où effectivement on les partage, mais vous voyez que sur 6 types de lieux, on en a un seul qui est vraiment le lieu du partage entre les 2 générations. Et on peut... voilà, là, donc, pour cette première typologie, on s'était basé sur l'observation sur les 5 jours avec les GPS. Et pour compléter ou pour voir ça d'une autre façon, on s'est penché aussi sur la façon dont ces lieux sont vécus par les enfants à travers le discours et les photos qu'ils ont prises. Alors, on retrouve ces types de lieux précédents, mais ce qui apparaît aussi dans le discours des enfants, c'est certains lieux plus informels. Et donc là, c'était un de nos objectifs, c'était de retrouver ça et de pouvoir les nommer, ces lieux informels. Et vous avez des lieux ou des situations qui sont relatées par les enfants, comme par exemple rencontrer un chien tous les jours au même endroit sur son trajet entre l'école et le domicile, ou alors nommer un banc public qui est le lieu de socialisation juste avant l'école entre plusieurs enfants. Voilà, je vais terminer pour finir avec cette diapositive pour vous dire que dans cette recherche, on a voulu montrer que l'autonomie des enfants dans la ville, c'était un processus qui se construit dans le temps à la faveur d'expériences et d'apprentissage formels, mais aussi informels, que l'autonomie est aussi multidimensionnelle, c'est l'indépendance de la mobilité, c'est l'accès à des lieux où on se socialise, et c'est aussi la capacité de faire face à des situations inattendues. Et tout cela se construit en interaction avec les familles, les acteurs de l'éducation et de la santé, mais aussi les acteurs du territoire, pour tous ensemble créer ce qu'on pourrait appeler justement des cultures éducatives urbaines. Je vous remercie.